croyez-vous qu'un jour, la science des hommes connaîtra le réel tel qu'il est, la vérité absolue sur le monde? Est-ce qu'elle connaîtra l'origine du monde, l'origine de la vie, la structure de la matière et la source et le fonctionnement de tous les phénomènes naturels? Est-ce qu'elle pourra tout prévoir, donc nous permettre de prévenir, d'éviter les accidents, les catastrophes, les maladies? La science sera-t-elle un jour achevée? Le train du progrès arrivera-t-il un jour à son terminus? Qu'est-ce qui, au long de l'histoire des sciences, a freiné son avancée? Spontanément, nous avons envie de dire que c'était les imperfections techniques. Si aujourd'hui on a pu prouver l'existence du boson de Higgs, c'est seulement parce qu'il existe cet énorme accélérateur à la frontière suisse. Si on est passé de l'astronomie des anciens à une astronomie moderne, c'est parce qu'il y a eu capacité à produire des télescopes très performants. Cependant, ce ne sont pas les données matérielles et instrumentales qui freinent vraiment la science. C'est plutôt l'homme et ses préjugés. Quel était le premier ennemi de Socrate? Souvenez-vous, c'était l'opinion. Dans la quête de la vérité, il devait d'abord faire tomber, détruire l'opinion. C'est ce que nous redit Bachelard, grand philosophe des sciences, grand épistémologue de notre époque. Il dit on ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire, elle est le premier obstacle à surmonter. Nos opinions, nos préjugés, nous nous y cramponnons. Regardez Galilée, il avait prouvé que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Il a été combattu pour des raisons idéologiques et religieuses, mais aussi parce que les gens ont beaucoup de mal à abandonner leurs présupposés. On vient de voir avec l'histoire de la lumière que pour les physiciens contemporains, le photon et bien d'autres corpuscules ne sont pas à proprement parler des choses, puisqu'ils sont à la fois continus et dénombrables. Comment imaginer quelque chose qui n'est pas une chose? Comment s'arracher à ce préjugé que nous avons, à savoir que le monde est fait de choses? Parmi ces grands principes qui nous apparaissent comme des évidences et dont nous avons du mal à nous défaire, il y a un principe essentiel dans notre perception du monde et dans le travail qu'a fait la science pendant des siècles, c'est le principe de déterminisme. Vous retrouvez une explication du déterminisme dans le cours sur la liberté. Le déterminisme, c'est l'idée que les mêmes causes produisent nécessairement les mêmes effets. Et que donc, on va toujours trouver, en cherchant bien, la cause d'un phénomène, et que donc il n'y a pas de hasard dans le monde. Si, en matière de conduite humaine, on a mis en cause le déterminisme rapidement à cause de l'idée de liberté des hommes, en matière de nature, de science de la nature, le déterminisme a été accepté depuis toujours. Le soleil, on en est sûr, va se lever demain. Tout objet que je lâcherai, on en est sûr, va tomber, aucun ne va s'envoler. Et si j'applique exactement la même force sur une pierre exactement du même poids, dans les mêmes conditions que cette pierre, elle va se retrouver en bas de la pente exactement au même moment. Et au fond, nous sommes persuadés que si nous arrivions à maîtriser tous les paramètres d'un phénomène naturel, nous arriverions à le prévoir très exactement. Si nous connaissions exactement le poids de la feuille, le sens du vent, le degré d'hygrométrie de l'air, nous arriverions à dire à quel moment la feuille tombera au sol. C'est ce que dit Laplace, et nous pensons au fond de nous toujours comme lui, à savoir que si nous arrivions à connaître toutes les données d'un phénomène à l'instant T1, nous arriverions à en prédire l'instant T2. Et globalement, si nous connaissions l'univers tel qu'il est à l'instant T1 dans tous ses paramètres, nous pourrions en donner une image à l'instant T2 de façon fiable parce qu'il n'y a que des lois absolument imparables et nécessaires. Mais voilà que la physique contemporaine vient introduire l'idée de hasard dans la nature. Il y aurait dans la nature du hasard, de l'aléatoire, de l'incertain, de l'indéterminé, du stochastique. On parle même, parfois certains, de liberté de l'électron. On est actuellement incapable de déterminer la trajectoire d'un corpuscule.
Pourquoi? Parce que l'on fait nécessairement une erreur sur sa quantité de mouvement et une erreur sur sa position. Elles ne peuvent pas être précises. Mais plus étonnant, l'imprécision sur la quantité de mouvement est liée à l'imprécision sur la position, liée par une relation qu'Heisenberg est arrivé à exprimer de façon mathématique, la relation d'Heisenberg, à savoir que l'erreur sur la position multipliée facteur de l'erreur sur la quantité de mouvement donne une constante en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. C'est la constante dite de Planck, puisque Planck, lui, l'a calculée de façon précise. Si l'on pense que cette erreur, ces erreurs, ne sont pas liées à une insuffisance technique actuelle qui pourra être dépassée par un progrès scientifique ultérieur, si l'on pense que c'est structurel, constitutionnel de la matière et des corpuscules, cette physique-là a introduit l'idée qu'il y a dans le monde de l'incertain et de l'indéterminé. Je vous renvoie au texte de De Broglie, et moi j'en retiens cette phrase qui est restée célèbre. On a pu dire d'une façon pittoresque qu'il existait dans le mur du déterminisme une fissure dont la constante de Planck mesurait la largeur. Lorsque vous faites un calcul de probabilité, est-ce que vous pensez que c'est que par nature, il y a des phénomènes pour lesquels on ne peut pas avoir de loi mathématique qui donne un résultat absolument vrai et toujours vrai? Ou simplement parce que vous pensez que dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas trouver ces lois? Posez la question à votre prof de maths. Précédemment, nous avons dit qu'il fallait changer de modèle pour trouver une explication plus précise, plus fine de la réalité. Mais le modèle, ça n'est qu'un ensemble de théorèmes, de calculs mathématiques. On s'aperçoit qu'en arrière-plan, dans la science et dans notre façon à nous de penser et de percevoir, il y a ces présupposés, ces préjugés, ces a priori, comme l'anthropocentrisme pour la Terre qui tourne autour du Soleil, comme l'idée de choséité du monde, comme l'idée du lien cause-effet. Et là, il ne s'agit plus de modèle, mais de ce qu'on appelle aujourd'hui un paradigme. Pour avancer sur le chemin de la vérité, il faut être capable de changer de paradigme. Vous l'entendez des fois dans des débats sur l'économie, par exemple, sur la politique. On vous dit il faut changer de logiciel, c'est ce que ça veut dire. Il faut changer de paradigme. Il faut abandonner nos idées préconçues. Ces changements de paradigme qui permettent le progrès scientifique ne sont en aucun cas une progression régulière dans les connaissances. Il y a au contraire rupture, une véritable révolution. C'est ce que dit Kuhn qui a pratiquement inventé le terme de paradigme. Le passage d'un paradigme en état de crise à un nouveau paradigme est loin d'être un processus cumulatif. C'est plutôt une reconstruction. Si nous reprenons l'idée de modèle et l'idée que la vérité n'est jamais achevée, qu'on va trouver toujours une meilleure explication du monde, qu'elle est donc imparfaite, qu'on n'atteint pas, pour l'instant en tout cas, la vérité. Si nous ajoutons à cette idée le fait que la physique contemporaine ne nous propose plus que des vérités locales, régionales, par secteur du monde, avec Planck et la physique quantique qui explique relativement bien les phénomènes microphysiques, l'infiniment petits, et la relativité d'Einstein qui explique relativement bien les phénomènes macrophysiques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est non seulement est-ce que nous arriverons à trouver la vérité, et pour cela il faut que le monde fonctionne de façon mathématique, parce que notre pensée fonctionne de façon mathématique. Donc, est-ce que le monde fonctionne de manière mathématique? Dans ce cas, est-ce qu'il existerait une équation universelle qui pourrait expliquer la totalité? C'est ce qu'on appelle la théorie du tout. Un des tenants de cette théorie, c'est Stephen Hawking, un très grand physicien actuel, qui met actuellement tous ses efforts et toute sa recherche à essayer de trouver le moyen d'unifier toutes ces théories. Et donc de nous donner, pense-t-il, une vérité
du monde parce qu'il pense qu'on la trouvera. Voici quelques sujets d'annales que vous devriez pouvoir traiter grâce à ce que nous venons de dire. Prenons par exemple, est-il vrai de dire que la science est par nature inachevable? Ça pose la question que nous venons de traiter. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on arrivera à avoir une image vraie du réel? Ou est-ce que les modèles successifs, les paradigmes successifs, ou Kant, notre façon de penser, va toujours fausser notre vision du monde? Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent particulièrement aux questions de science, aux questions épistémologiques, et qui probablement envisagent de faire des études, une carrière dans le domaine scientifique, je conseille un livre qui est accessible, même si vous ne lisez pas chaque ligne et chaque page, il est accessible à un élève de terminale scientifique. C'est le livre de Bruno Jarosson, Invitation à la philosophie des sciences.